Partons à présent maintenant sur la vidéo la plus longue de ce tutoriel, donc les combats. Les monstres que vous affrontez ainsi que leur nombre dépend et du nombre de joueurs et de la carte sur laquelle vous êtes tombé. Mettons que les joueurs soient tombés sur la carte monstre. Il est marqué sur la carte monstre, lancez un D6 pour déterminer le nombre de monstres. Le nombre de monstres ne peut pas dépasser le nombre de joueurs, ce qui veut dire que si vous êtes 4 par exemple et que l'on lance un D6 de 4 à 6, on va considérer que c'est 4. Donc le jeu s'équilibre automatiquement au niveau des monstres de base en fonction du nombre de joueurs. Mettez le nombre au maximum si un joueur est au niveau 5. Pour le moment, on va considérer que ce n'est pas le cas et donc que l'on lance le dé. Un seul monstre. Pour l'exemple, je vais donc prendre les monstres et les poser à plat. Notez bien que vous, lorsque vous jouerez, vous devrez les passer donc sur le petit porte-carte en laissant bien les informations du côté du maître et le petit mot-clé du côté des joueurs. Alors, je vous ai légèrement menti, je vais pas mettre un monstre mais deux simplement pour pouvoir vous expliquer un petit peu le déroulé d'un tour sans trop peiner. Lors des combats, les joueurs commencent systématiquement. Donc l'un d'entre eux va décider de prendre la main, un joueur va effectuer son attaque, son objet, sa capacité, on va voir tout ça après. Une fois que son tour est effectué, c'est au tour du joueur suivant en tournant le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que tous les joueurs ont attaqué ou effectué leur action, c'est au tour des monstres, donc soit du maître, soit du jeu lui-même, auquel cas chacun des monstres va attaquer séquentiellement, et si les joueurs sont encore en vie, les joueurs vont rattaquer, puis les monstres, puis les joueurs, puis les monstres, qu'attend que l'un des deux parties soit mort. Je vais donc ici prendre pour exemple mon magicien, qui est un magicien de niveau 3. J'ai plusieurs actions à mon tour, soit utiliser un objet consommable, soit utiliser mon arme, soit utiliser une capacité. On va commencer par la chose la plus simple, c'est-à-dire utiliser un objet consommable. À ce moment-là, il suffit simplement de jeter l'objet dans la pile de l'alchimiste et de faire l'effet de l'objet. Inflige 5 points de dégâts à 3 ennemis, ce qui sera suffisant pour tuer la goule puisqu'elle a 5 points de vie, et il resterait 1 point de vie au guerrier zombie. Voilà la première action que je peux faire. Cette action termine mon tour, sauf s'il est précisé sur l'objet consommable que ce n'est pas le cas. Deuxième action que vous pouvez effectuer, attaquer avec votre arme. Donc là, je vais vous faire une insert pour que vous voyez exactement de quoi je parle sur l'arme. Toutes les armes ont en haut à gauche 3 pictogrammes, soit quelqu'un qui tient une arme à une main, soit quelqu'un qui tient une arme à deux mains. Si vous tenez l'arme à une main, vous pouvez la placer sur cet emplacement et donc mettre un bouclier ou une deuxième arme. Si vous êtes à deux mains, vous êtes obligé de la mettre comme ceci, donc vous ne pouvez porter rien d'autre avec. Ensuite, vous avez sur le deuxième pictogramme soit deux épées qui se croisent, soit un arc. Considérant qu'il y a un ordre dans le champ de bataille, c'est-à-dire que les monstres sont alignés un petit peu les uns derrière les autres. J'en rajoute histoire de comprendre. On va considérer que ça se passe de gauche à droite. Si vous êtes au corps à corps, donc avec deux épées qui se croisent, avec votre arme, vous êtes obligé d'attaquer ce monstre-là. Quand ce monstre-là sera mort, vous pourrez attaquer la goule, et puis quand la goule sera morte, ce sera au tour de la mérante, etc., etc. Si vous avez un arc, vous tapez à distance, et vous pouvez choisir la cible qu'il vous plaît. En dessous, il y est marqué, donc de votre arme, l'intelligence, la force, la dextérité ou la foi. C'est la caractéristique qui va être utilisée par votre arme. Le tome du débutant, par exemple ici, utilise l'intelligence. Je reviens là-dessus juste après, je finis de vous expliquer votre carte d'arme. Juste en dessous, il y a tome du débutant, arc, dague, peu importe, donc le nom de votre arme. Encore en dessous, il y a les prérequis pour porter l'arme et pouvoir l'utiliser. Vous ne pouvez pas utiliser l'arme si vous n'avez pas au moins ces caractéristiques-là sur votre personnage, ce qui veut dire qu'il y a des armes qui vont vous être destinées ou non. Encore en dessous, il y a marqué inflige blablabla dégâts, entre 2 et 10 pour toutes les armes. En général, au début de la partie, la plupart des gens tapent entre 2 et 4. Tout en bas à gauche se trouve le prix d'achat de l'arme. Je rappelle qu'à la vente, tout vaut 1. Maintenant que j'ai fini de vous expliquer votre arme, je vais pouvoir attaquer avec. C'est donc une arme qui a un petit arc, je peux donc choisir ma cible, mettons que je choisisse la goule. J'utilise l'intelligence, je vais donc rajouter à mon jet que je vais lancer l'intelligence de mon personnage. Je lance donc un dé à 20 faces, 11 par exemple, sur lequel je rajoute l'intelligence de mon magicien qui est de 10, 21. Le maître en face, qui doit se défendre, va effectuer exactement la même chose, lancer un dé, 3 par exemple, et rajouter la défense de la goule. 3 et 5, 8. J'ai donc 21 face à un 8. Si le joueur effectue un jet supérieur au maître, à ce moment-là, je touche. Si j'effectue moins, je ne touche pas. S'il est ex aequo, on relance.
Parlons très rapidement des cas particuliers. Si j'attaque et que j'effectue un 1, peu importe mon bonus, peu importe ce qui a été fait par le maître, je ne toucherai jamais ma cible, j'ai loupé mon attaque. Si j'effectue un 20, c'est un coup critique, je toucherai systématiquement ma cible, sauf si le maître effectue lui aussi un 20, auquel cas on suit les règles normales, et j'infligerai les dégâts de mon arme x2. Mon tome dit débutant, si j'effectue un 20, je fais 4 x 2, 8 points de dégâts, ce qui serait largement suffisant pour tuer ma goule, puisqu'elle n'a que 5 points de vie. Revenons à mon magicien, qui ne décide donc pas ni d'utiliser la bombe, ni d'utiliser son arme, mais d'utiliser une capacité. La troisième action que vous pouvez effectuer dans un tour. Les capacités, il y en a de plusieurs sortes, elles sont en général extrêmement simples. S'il y a marqué au prix d'une attaque normale, vous attaquez comme si vous attaquiez avec votre arme, et si cela touche, vous lisez votre texte et suivez le texte. Certaines capacités ont un petit arc qui implique qu'elles passent à distance, sinon elles sont soit au corps à corps si elles utilisent votre arme, soit elles visent un allié. Ensuite, il y a soit un bouclier brisé, soit rien du tout. Si le bouclier brisé est là, ça veut dire que les dégâts infligés par la capacité sont bruts, et donc qu'on ignore le petit bouclier qui est ici, sur le monstre. Projectile magique, donc du magicien, coût 2 points d'endurance. La première chose que je fais, c'est donc réduire mon endurance. Je peux ensuite cibler n'importe qui, la pauvre goule va encore s'en prendre une, puisque c'est un peu elle que je cible aujourd'hui et que je l'aime pas. Au prix d'un jet d'intelligence supérieur ou égal à 15. Un jet d'intelligence, je vais donc lancer mon dé, rajouter mon intelligence, et je dois être supérieur à 15. Je lance mon dé, je fais 10, 10 et 10, 20, c'est bien supérieur à 15, tout va bien. Si je loupe, cela termine simplement mon tour, l'endurance est perdue, et j'ai la queue entre les jambes. Donc j'ai fait supérieur à 15, le magicien inflige un nombre de points de dégâts égal à la moitié de son intelligence, plus 2, à un ennemi. Donc 5 divisé par 10, divisé par 2, 5, plus 2, 7. La goule prend 7 points de dégâts, elle est morte. Voilà comment utiliser une capacité. La dernière action que vous pouvez avoir dans un tour, ce sont des actions contextuelles, notamment liées par exemple à un emprisonnement, donc à un événement du maître, qui pourrait vous demander de libérer un allié en effectuant un jet de force, et donc de passer votre tour en effectuant un jet spécifique. La plupart du temps, vous n'effectuerez que l'objet consommable, l'attaque avec les armes ou une capacité. Il ne nous reste plus qu'à parler, pour les capacités, du cas des coups critiques. Une capacité notée au prix d'une attaque normale implique que l'on va suivre les mêmes règles des critiques, donc le 1 et le 20, que si l'on attaquait avec une arme. C'est-à-dire que 1 est un échec et que 20 est une réussite avec les dégâts x2. Pour le cas d'une capacité demandant au prix d'un jet d'intelligence, donc ce que l'on appelle un jet de validation, c'est-à-dire qu'il faut passer ou égaler une valeur, à ce moment-là, si vous effectuez un coup critique, vous ne doublez pas vos dégâts, mais la capacité est gratuite. Par exemple, si j'effectue un 20 avec mon magicien, je ne paye pas mon endurance, c'est gratuit. Une fois que, comme le magicien, tous les joueurs ont effectué leur action, on va admettre que la goule est morte puisqu'on en a pris plein la tronche, et qu'il reste donc une aberrante et un guerrier zombie. Les monstres vont attaquer dans l'ordre du plus proche jusqu'au plus loin. C'est donc le guerrier zombie qui va démarrer. Ici, on va concrètement effectuer exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Notez bien que les monstres, par défaut, attaquent le porteur du défenseur, celui qui porte ce jeton-là. Ce jeton peut être passé entre chaque attaque de chaque monstre, que ce soit 2 attaques du même monstre puissant ou chaque attaque de monstre de base. Sauf si une carte, bien entendu, vous indique le contraire, sinon vous pouvez l'échanger quand vous voulez. En l'occurrence, par contre, dès qu'un défenseur a décidé de bloquer une attaque, il la bloque, il n'a pas le temps de regarder son dé, c'est je lance mon dé et je bloque ou je passe le défenseur. S'il est noté sur une carte ignore le défenseur, cela veut dire qu'un monstre peut taper celui qu'il souhaite, c'est-à-dire le porteur du défenseur ou quelqu'un d'autre. Le maître du donjon va lancer un dé pour chacun de ces monstres, auquel l'on va rajouter l'attaque du monstre. Donc, par exemple, le guerrier zombie dispose d'une attaque de 6, et j'ai effectué 16 et 6, pardon, 22. Le joueur visé en face va faire exactement la même chose, supposons que ce soit le magicien, même si c'est pas normalement à lui de le faire. Il va lancer son dé et essayer de dépasser 22, il a peu de chance de le faire, il se loupe. S'il se loupe, il reçoit les points de dégâts du monstre, inflige 4 points de dégâts. S'il y a ex-aequo, on relance, et si le joueur a un jet de défense supérieur au monstre, à ce moment-là, il se défend. Je rappelle bien que l'on ajoute la défense de son personnage située en bas à gauche, plus les bonus d'armure et de bouclier éventuels.
Il arrive parfois que certains monstres déclenchent des effets lorsque ils attaquent, ça peut être le cas du poison, ça peut être le cas de la goule avec son ignore, la réduction de dégâts, donc ça peut être le cas de plusieurs monstres. À ce moment-là, il suffit de suivre le texte, ça devrait bien se passer. Une fois que le guerrier zombie a attaqué, c'est au tour de l'Amérante. L'Amérante, même principe, lance son dé, rajoute le bonus et touche le monstre. En l'occurrence, là, c'est un très bon exemple. J'ai fait 1, même principe que pour le joueur, si un monstre en attaquant fait 1, il rate son attaque et ne touchera jamais. S'il fait 20, c'est un petit peu différent, on ne double pas les dégâts du monstre, mais on ignore le bouclier du défenseur s'il en a un, considérant que l'on a réussi à passer outre la défense du défenseur, et donc la réduction de dégâts va en être réduite, il va prendre plus de points de dégâts. Que ce soit pour le monstre ou pour les joueurs, notez bien que lorsque l'on subit des dégâts, on soustrait la réduction de dégâts que l'on a. Par exemple, le guerrier zombie, si je le tape à 4 avec mon arme, il ne prend pas 4 puisqu'il réduit de 2 sur son petit bouclier, il ne prend donc que 2 points de dégâts. Même principe pour un joueur qui porterait un armure ou un bouclier, si jamais on m'inflige des points de dégâts, notez bien que je ne prends pas l'intégralité des dégâts mais que je les réduis. Une petite astuce que je vous donne pour accélérer vos parties, dès lors que votre défenseur est suffisamment équipé, ne vous amusez plus à calculer les résultats sur les dés. Si que le défenseur soit touché ou pas, il réduit de toute façon plus les dégâts que ce que le monstre est capable de lui infliger. Notez la règle du 20 ou du 1. Nous, ce que l'on fait, c'est que lorsque le défenseur se défend, s'il ne fait pas un 1, ou que le maître du donjon ne fait pas un 20 sur son attaque, on ne s'amuse pas à calculer, puisque de toute façon, que ça touche ou pas, ça ne fera aucun dégât sur le défenseur. Notez bien que cette règle ne marche que s'il n'y a pas de poison, que s'il n'y a pas de réduction de dégâts, d'ignorer la réduction de dégâts comme sur la goule, etc., etc., mais cela va accélérer grandement vos combats. Je vais vous parler pour finir des dégâts sur le temps, comme le poison ou la brûlure du pyromancien. C'est extrêmement simple, lorsque l'on démarre son tour, mettons que le magicien soit empoisonné à 2, avant même de faire n'importe quelle action, je commence par enlever les points de vie du poison. Même principe pour les flammes, c'est avant d'attaquer que j'enlève les points de vie. Ce qui veut dire que si le poison me tue avant que j'ai le temps d'agir, je serai mort et je ne ferai rien ce tour-ci. Il nous reste 2 choses à voir et qui sont relatives au combat mais qui ne font pas partie du combat. La première, c'est la fuite. Pour fuir un combat, à chaque tour, le défenseur, puisqu'on a décidé que c'était de sa faute si les gens voulaient fuir, doit lancer un dé qui est égal à 7 plus le nombre de monstres qu'ils affrontent, que vous affrontez. Si vous affrontez 2 monstres, il doit donc lancer un dé qui est supérieur ou égal à 9. S'il réussit, vous fuyez et gardez votre matériel, sinon vous êtes obligé de survivre encore un tour et pouvez effectuer cette manipulation-là à chaque tour, en diminuant si possible le nombre de monstres qui vous aidera à fuir plus facilement. Notez bien qu'il est impossible de fuir le combat final, puisque cela se solderait par un échec de la partie, vous aurez perdu. À la fin du combat, lorsque tous les monstres sont morts, la règle dit que vous trouvez 2 cristaux par ennemi de base vaincu. Donc par exemple, ici nous avons affronté un guerrier zombie, une goule et 2 amérantes, ce qui fait donc 8 cristaux gagnés. Ensuite, les joueurs peuvent lancer autant de dés que ce qu'ils ont affronté de monstres de base. On dit pair ou impair, ou alors vous voulez rester par exemple tout le temps sur pair, on va dire qu'on reste sur pair, vous lancez les dés. Chaque dé gagnant vous octroie 2 cartes de forgeron, c'est le matériel que vous avez trouvé en fouillant les monstres. J'ai donc 2 dés gagnants, ce qui veut dire 4 cartes dans la pile du forgeron. Donc je pioche mes 4 cartes. Si j'affronte des monstres puissants, il s'agit donc de 6 cristaux par ennemi vaincu et 4 dés puissants, donc 4 dés pardon, par ennemi vaincu. Donc je lance 4 dés directement par ennemi puissant vaincu. Pour ce qui est de la mort et la résurrection des joueurs et la défaite des joueurs en combat. Si un personnage meurt lors d'un combat ou lors de la traversée du donjon, c'est pas grave, vous allez probablement mourir et revenir à la vie un paquet de fois. L'important, c'est que l'équipe, au moins un des joueurs, survive à la traversée ou au combat. À ce moment-là, vous pouvez rentrer à la maison et vous êtes victorieux, je rappelle. Vous pouvez être ramené à la vie par un coéquipier lorsque vous êtes mort, que ce soit avec la capacité de résurrection du guérisseur ou avec une pierre de résurrection supérieure ou de base. Notez bien que vous récupérez l'intégralité de votre vitalité, mais que votre endurance ne bouge pas. Si vous aviez 0 d'endurance lors de votre mort, vous revenez à 0. Si vous aviez 3, vous revenez à 3.
Si tout le groupe est hors combat, bien entendu, les joueurs perdent tous les cristaux qu'ils ont accumulés durant leur traversée et ils rentrent à la maison sans leurs cristaux. Il leur reste simplement l'équipement qu'ils ont récupéré, ce qui est mieux que rien.